Veuillez prendre place. M. Florent, si vous pouvez prendre place assise, s'il vous plaît. Donc, on serait rendu à la rencontre du 15 juillet 2026. Donc, prendre note que le point 3.1 donc, va être retiré de l'ordre du jour. On avait discuté tantôt. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous en avez pris connaissance. Si c'est correct, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Madame Godette et Madame Saint-Amour. 1.3, adoption des délibérations du Conseil des maires du mois de juin, j'imagine. Considérant que le procès-verbal de la séance du Conseil des maires de la municipalité de la MRC, tenu le 17 juin 2026, a été transmis au Conseil. Donc, si c'est correct pour vous, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Donc, M. Lemire et M. Bédard. 1.4, adoption des délibérations du comité administratif du 2 juillet. Donc, considérant que le procès-verbal de la séance du comité administratif de la MRC tenu le 2 juillet a été transmis aux membres du conseil. Donc, si c'est correct pour vous, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, M. Noël et M. Théroux. Documents reproduits, donc au fur et à mesure, s'il y en a. Oui. Point service 2.0, service administratif et finances. Donc, 2.1.1, rapport des activités 2026, entente de développement territorial du Fonds régional et ruralité, volets 2 et 3. Madame Laure. Oui, donc c'est la première reddition de compte pour la nouvelle entente FRR. Donc, comme vous vous rappelez, pour l'entente du 1er avril 2025 au 31 mars 2028, l'enveloppe totale est de 4 500 900 $. Donc, la première année qui totalise moins d'1 million, ce qui reste des sommes là, au 31 mars 2026 de 3 428 629 de disponibles. Les sommes sont importantes puisqu'il y avait pas encore de projet là, déposé là, par les municipalités pour le volet 2, volet 3 là, du FRR. Donc, on vous a déposé le rapport, on vous en fait la recommandation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Voligny. M. Jutras. Merci. 2.2 administratif, il n'y a rien. 3.0, service d'aménagement durable et de la transition écologique des services techniques. Donc, 3 points, il n'y avait rien là-dessus. 3.1, mandat d'inspection, ce point-là a été retiré. 3.2, projet de règlement 2026-11 visant à modifier le règlement numéro 2010-07 concernant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Nicolet-Yamaska afin de modifier les limites du périmètre urbain des municipalités d'Aston Jonction et de Sainte-Perpétue, 26e modification, adoption. Madame Laure. Oui, donc l'avis de motion, le dépôt de projet a été fait au Conseil des maires de juin. Il y avait une recommandation favorable aussi du comité consultatif agricole là, qui a tenu une rencontre le 9 juin dernier. Donc, considérant l'avis de motion qui a été donné, on vous propose d'adopter le règlement 2026-11 ainsi que le document indiquant la nature des modifications là, qui visent à modifier les périmètres urbains de Sainte-Perpétue et d'Assun-Jonction et de transmettre copie au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, M. Lefebvre et M. Bédard. Ça va? Oui. 3.3, demande d'exclusion à la CPTAQ suite au règlement 2026-9 de la MRC de municipalité de Saint-Elphège. Madame Laure. Oui, donc le règlement 2026-09 concernant une modification du schéma qui visait à modifier le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Elphège. Donc, un échange de superficie là, pour exclure les superficies équivalentes au niveau du périmètre urbain. La modification réglementaire a reçu un avis favorable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, la prochaine étape là, avant d'adopter le règlement final, c'est d'aller vers la CPTAQ pour faire avancer le dossier. Donc, on vous dépose une recommandation ce soir là, favorable pour déposer le dossier à la CPTAQ. Donc, proposeur, M. Voligny, Mme Godette. Merci. 3.4,
Demande de démolition d'un immeuble, application de l'article 148.0.20.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Demande pour un immeuble adressé au 7050 rue principale, Grand Saint-Esprit. Madame Laure? Oui, donc c'est une première là, depuis l'adoption là, de l'inventaire en patrimoine bâti, en mars dernier. Les municipalités doivent, lorsqu'il y a une demande de démolition, là, faire un processus encadré là, par la loi sur le patrimoine et demander l'avis à la MRC là, sur la demande de démolition. Donc, la municipalité fait un avis favorable à la demande de démolition au 7050 rue principale à Grand Saint-Esprit, étant donné l'état du bâtiment. Il y a une audience publique là, tenue à Grand Saint-Esprit où il y a personne qui s'est présenté, là, donc il n'y a pas eu de commentaires là, sur la demande. Et le dossier a été présenté là, au Comité d'aménagement durable et environnement de la MRC. Et vous avez fait une recommandation favorable, là, donc le comité juge que la MRC n'a pas à se prévaloir de son pouvoir de désaveu dans ce dossier. Donc, le dossier peut aller de l'avant là, du côté de Grand Saint-Esprit. Donc, on vous a fait la recommandation. Donc, ça va, j'ai besoin d'un proposeur, M. Jutras et M. Boitler. 4.0, service de développement économique, il n'y avait pas de point là. Demande d'appui non plus. Non plus. Point 6, point de discussion d'information, toujours pas rien. 6.1. 6.1, oui, excusez, oui, on est rendu là. 6.1, donc revue de presse. Madame Gervais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le mois de juin a été particulièrement intéressant au niveau de la couverture médiatique pour la MRC. Pour commencer, là, on a pu voir à Télécœur le deuxième reportage pour les émergents qui présentait là, les producteurs qui se sont joints à notre deuxième édition. Puis on a aussi là, eu une belle couverture pour la mention de nos projets retenus dans le cadre de notre premier appel de projet au Fonds culturel et aussi le lancement du deuxième appel. Et puis, juin a aussi marqué le lancement de la saison touristique de Tourisme Nicolet-Masca où plusieurs médias ont été présents à notre conférence de presse. On a pu voir des beaux articles dans le Nouvelliste, le Courrier Sud, Via et Télécœur. Puis, on a pu voir aussi Télécœur participer au Conseil des maires de juin qui ont fait un beau reportage à cet effet. Et notre campagne là, avec la SAC et la Sûreté du Québec a pu avoir aussi un beau rayonnement sur le réseau d'information municipale via 95 et le Courrier Sud. Et aussi, là, au sujet de notre demande à Hydro-Québec, on a pu voir une très grande couverture dans le Nouvelliste, Radio-Canada, Courrier Sud et Via. Et puis, j'ai aussi là, ajouté quelques articles, notamment là, sur Nicolette et Pierreville. Donc, voilà. Parfait, merci. Donc, on s'est rendu au rapport des présidents de comité. Comité interne, ça va. Comité de sécurité incendie, donc on ne l'avait pas passé au mois de juin. Ça serait à M. Bédard. J'ai pas le rapport de résumé. OK. On peut le reporter en juillet. Peut-être pas en juillet, mais à la prochaine rencontre, je n'ai pas le rapport. Il n'est pas sur le... Non. Il n'est pas là. Oui, ben OK. Bon, on serait rendu, on va passer au comité d'investissement commun. Donc, M. Noël. Oui, bien sûr. Donc, ça s'est produit le 18 juin dernier. Il y avait un dossier qui a été étudié et qui a été accepté. Donc, c'est un projet de démarrage de thermoconfort qui est situé à Saint-Eulalie. C'est par rapport de l'installation, réparation et de la vente de thermopompes. C'est un investissement de FLI FLS de 24 000 $ qu'on a octroyé pour un coût total du projet de 60 000 $. On n'avait qu'un dossier. Merci. OK, d'accord. Est-ce que je pense que vous ne le trouvez pas. Est-ce que voulez-vous que j'en fasse la lecture? Oui, ça vous va. Pour éviter qu'on le reporte, c'est la première fois que c'était de ma faute, là, fait que je veux pas qu'on le reporte encore une autre fois. Donc, il s'agissait d'une rencontre entre le comité de sécurité incendie et le comité des directeurs en sécurité incendie. Les discussions se sont concentrées sur l'entente de prévention incendie entre la MRC et certaines municipalités.
Et le rôle du préventionniste dans les inspections des bâtiments. La MRC n'a pas réussi à pourvoir le poste pour le moment et des démarches vers des firmes externes sont entreprises pour assurer la continuité du service en prévention. Il fait également question de la migration du logiciel première ligne vers ICO. Le changement devrait débuter à l'automne 2026 et des coûts d'intégration de formation sont reprévus au budget 2027. Ça va? Ça vous va? Oui, ça va. Merci. On s'est rendu au comité externe, donc 6.2.2.1, le regroupement énergie renouvelable Centre du Québec. Monsieur Noël. Oui. On a eu les rencontres au mois de juin par rapport à une présentation d'offres de services par rapport à 2 firmes de communication. Il n'y a pas eu de décision encore de prise à ce sujet-là. Ça va suivre son cours. Et il y a eu une rencontre aussi avec M. Antoine Bouffard, qui est avocat à la FQM, qui est venu expliquer une démarche complète du début du processus jusqu'à la mise en opération d'un futur parc, si toutefois il y avait un projet ici à Nicolet et à Masca. Fait que il est venu nous expliquer ça en long et en large. Parfait, merci. Donc, on s'est rendu à la période de questions. On avait un petit conseil des maires au mois de juillet, un peu comme à l'habitude. Donc, période de questions, je rappelle les règles, c'est 30 minutes, 5 minutes par personne. Donc, vous présentez, présentez au micro, présentez-vous, s'il vous plaît. La parole est à vous. Merci beaucoup, Rachel Fallman de Saint-Zéphirin. Donc, en fait, en lien avec votre demande à Hydro-Québec, est-ce que vous avez une réponse? Par rapport à... on a eu une rencontre avec Hydro-Québec. C'est sûr que c'est suite à notre résolution qu'on avait adoptée. Ce qui était déterminé avec eux, devrait avoir une rencontre avec les élus en quelque part à l'automne. Ensuite de ça, ils accepteraient d'en faire une aussi, un atelier avec la population. Okay. Donc, c'était une première pour eux, qui semblait dire, mais c'est à suivre. Mais en quelque part, on va rencontrer les élus DG, en quelque part en septembre, octobre. Puis ensuite de ça, il y aura une rencontre avec la population. Okay. Parce que par rapport à la population, ils font des rencontres régulièrement avec les communautés autochtones. Donc, peut-être c'est une première pour des communautés autochtones. Oui, mais c'est ce qu'ils nous ont dit là, lors de notre rencontre du 7 juillet. Donc, si j'ai bien compris, par contre, ils ne vous ont pas fourni des guides de fabricants? Non. Non, ils vous ont toujours refusé cette demande. Pas pour le moment. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a une suite à ça? Est-ce que vous allez interpeller la FQM, l'UMQ, les promoteurs? Comment vous envisagez la suite? Bien, il y a certaines municipalités qui ont demandé à l'FQM qui ajoute ça à leur ordre du jour pour le congrès en septembre. Sont bien au fait, Hydro-Québec, de ça aussi. On a parlé beaucoup des distances, là, des zones dangereuses. Donc, ça, qu'ils l'ont pris en note pour qu'ils viennent nous expliquer aussi en long et en large là-dessus. Donc, il y aura aussi un volet là, pour les citoyens pour expliquer cette partie-là. OK. Parce qu'en fait, la semaine passée, j'ai assisté aux audiences de la CPTAQ pour le projet éolien Arthabasca. Et lors des audiences, ça a été aussi question de ces guides du fabricant. Puis les commissaires ont demandé aux promoteurs de leur fournir ces guides-là. Le promoteur a répondu, comme on l'entend souvent, on n'a pas encore choisi notre modèle. C'est souvent la réponse qu'on entend, mais ils ont avoué qu'il y avait 3 à 4 modèles qu'ils considéraient. Puis les commissaires ont dit, fournissez-nous ces 3 à 4 guides du fabricant-là. Donc ça, ce serait à suivre aussi. Mais c'est une autre façon de procéder, de demander directement aux promoteurs. Vous avez, je pense, des contacts avec eux. Puis je voulais aussi juste souligner avant que je termine mon intervention que s'il y a tous ces gens-là qui se sont déplacés de plusieurs MRC pour être ici ce soir, c'était justement pour vous appuyer dans vos démarches parce que on se rappelle, vous étiez la première MRC pour l'appel d'offres 2023 à dire on arrête ça parce que c'est trop précipité, on n'a pas le temps de bien faire les choses. Et dernièrement, vous avez, avec votre résolution, interpellé Hydro-Québec pour des raisons de sécurité, pour pour bien encadrer les choses. Donc, ces gens-là sont venus ici ce soir pour vous appuyer, pour démontrer leur soutien, puis vous dire merci, parce que c'est pas toutes les MRC qui prennent ces initiatives-là, puis vous avez eu cette initiative, donc merci. Bienvenue.
Bonjour, Bonjour. Michel Veilleux, Sainte-Monique. Mhm. Ça fait que je vais vous donner un certain nombre de points qui pourraient vous aider à discuter avec Hydro-Québec ou avec des fois le ministre de l'Économie s'il avait idée de refuser certaines dispositions que vous voudriez mettre dans le RCI. Bon, ça concerne les zones à accès restreint. Je pense que la première chose, le 400 mètres, puis tout ça, ça vient du fabricant. Mhm. Le fabricant, c'est celui qui connaît le mieux son produit, plus que le promoteur. Deuxièmement, il y a toujours le risque. Moi, j'ai des terres à bois. Ça fait que je peux avoir des voisins qui ont des éoliennes. La ligne de l'eau va être à moins de 400 mètres de chez nous. À ce moment-là, je vais être soumis à un risque auquel je n'ai pas consenti. Mhm. Troisièmement, on va vous donner des arguments que les autres pourraient vous donner. Ils vont vous dire, par exemple, que l'acériculteur qui est sur sa terre à bois, il est soumis au risque de recevoir des branches, par exemple. Mais la différence ici avec moi, puis mettons le voisin qui a des éoliennes, le risque auquel je suis soumis, puis l'acériculteur, c'est que l'acériculteur, il est chez eux. Mhm. Fait qu'il consent à ce risque-là, tandis que moi, je ne consens pas. Ensuite de ça, je vais vous donner une notion. Là, quand on parle de risque, là, c'est la combinaison d'une probabilité d'un événement avec les conséquences de l'événement. Ça fait que souvent, on va vous dire que le risque de projection de glace ou de débris d'une éolienne, c'est quelque chose de minime. Mhm. Puis il ne faut pas s'en occuper. Mais si, par exemple, vous partez en auto, vous allez vous promener dans des chemins de campagne, des chemins qui sont très peu fréquentés, qu'il n'y a personne, vous arrivez à une intersection, puis c'est bien dégagé, il fait beau. Ça fait qu'au lieu de faire un stop complet, vous décidez de faire un stop à l'américaine. Autrement dit, vous ralentissez puis vous virez. On fait ça des fois. Ça fait que s'il y a un policier pas loin, il va vous donner une étiquette. Vous aurez beau y dire, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque d'accident, rien, il va vous donner une étiquette. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la société reconnaît ce risque-là. Ça fait que si la société reconnaît ce risque-là, pourquoi elle ne reconnaîtrait pas le risque de projection de débris par une éolienne? Un autre exemple que je peux te donner, c'est le nouveau code du bâtiment, qui devait prendre effet le 1er octobre 2026, puis dont la prise d'effet a été retardée. Puis, en tout cas, ce qu'on a entendu dire, c'est que l'application de ce code-là aurait pour effet de augmenter les coûts de construction à un pourcentage qui pourrait aller jusqu'à 8%. Ça fait que j'ai demandé à mon neveu, qui est ingénieur civil, pourquoi ça? Lui, il connaît ça, le code du bâtiment. Puis il m'a dit, par exemple, la résistance au tremblement de terre. Le nouveau code du bâtiment, ce qu'il veut, c'est que les bâtiments puissent résister à un tremblement de terre dont l'intensité est telle que ce tremblement de terre-là, ça arrive une fois à tous les 2500 ans. Autrement dit, ça n'a pas une grande probabilité d'arriver, là. C'est un peu comme, comment je dirais ça, la ceinture puis les bretelles, là. Une autre chose qui peut vous être dit, c'est qu'à date, il y a eu peu ou pas d'accidents par rapport à des projections de débris ou de glace. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande majorité des parcs éoliens, actuellement, ils sont dans des zones qui sont pas habitées, là. Ben, si on parle, par exemple, des projets de l'Alliance de l'Est. Fait que c'est normal que il n'y ait pas eu d'accident encore. Mais est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des accidents? Mhm. Ensuite, je peux donner comme exemple là, le parc éolien du lac Alfred. Il y a des gens qui font du ski là-bas. Puis, les autorités du parc, les responsables du parc, ont mis en vigueur des zones d'accès restreint. Ça fait qu'il y a des endroits où ils peuvent pas aller, ils peuvent pas trop s'approcher des éoliennes. Là-bas, les éoliennes sont pas tellement hautes. Ça fait que je pense que c'est, de mémoire, je pense que c'est 260 mètres, là, la zone d'accès restreint. Il y a aussi la FQM qui a émis des recommandations par rapport aux zones d'accès restreint. Puis, ils utilisent la même formule que, comment ils s'appellent eux autres, l'Association canadienne de l'énergie renouvelable utilise, qui donne à peu près 400 mètres, là, 417 mètres là, pour des éoliennes de 200 mètres. Puis, cette association-là, canadienne de l'énergie renouvelable, ça, c'est une association de promoteurs.
Une autre chose, un autre point, c'est que la CNESST nous a informé que pour un équipement, les normes du fabricant deviennent la norme minimum de la CNESST. Fait que là, la question qu'il faut se poser, ben ça veut dire, par exemple, qu'un cultivateur qui a une éolienne chez eux, qu'il y a des travailleurs qui travaillent alentour, à moins de 400 mètres de l'éolienne, si l'éolienne tourne, à ce moment-là, ils ne respectent pas les normes de la CNESST. Est-ce que ça veut dire que les travailleurs vont être plus protégés par la CNESST que les citoyens ou les voisins vont être protégés par le RCI de la MRC? Fait que là, j'en arrive à ma question après ce long préambule. En novembre 2023, vous avez adopté un RCI. Puis, dans le fond, vous avez dit, on laisse pas ça aux municipalités. Oui, une municipalité peut adopter son règlement si elle veut, mais nous autres, on adopte un RCI. Puis, je me souviens très bien que Mme la préfète, elle nous a dit, puis il y a bien des gens en arrière qui s'en souviennent aussi, que c'était pour garantir, pour donner un minimum de protection aux citoyens. Puis, à peu près, je pense, 2 mois, elle nous a dit qu'elle modifierait pas le RCI. Fait que pourquoi, en novembre, elle a décidé vous avez décidé de donner un minimum de protection, puis tandis que là, avec les zones d'accès restreint, ben là, on dirait que ça marche plus, là. Fait qu'on voit ici qu'il y a un peu un genre d'incohérence, là. Mm-hmm. Ben, dans les zones restreintes, qu'en était-il, mettons, du parc éolien Saint-Michel qui est en milieu urbain? Donc, en arrière des agriculteurs, il y en a des 4,5 mégawatts, je me souviens pas de la hauteur. Il devait sûrement avoir des zones restreintes là-dessus, sûrement. C'est pas nouveau, je pense pas. Des nouvelles. Je ne sais pas. Moi non plus, je connais pas la J'ai l'impression qu'il n'y en a pas, parce que j'ai jamais entendu dire que les travailleurs, par exemple, ne pouvaient pas aller travailler proche des éoliennes. Et pourtant, ça reste que c'est des éoliennes de quand même de bonne taille. Moins que les prochaines générations, j'en conviens. Fait que ça, j'ai pas la réponse à ça. Mais ça, quand on a adopté le RCI, ça veut dire qu'ils sont imprudents, là. Mais continuez, je vous écoute. Quand on a adopté le RCI, c'était pour se donner un cadre de référence. On était, à ce moment-là, plus fort que la moyenne au Québec, parce qu'il y en avait qui étaient à 550 qui recommandaient le minimum. On est allé à 800, 1,5 km du périmètre urbain. Donc, à ce moment-là, puis comme la préfète a mentionné dernièrement, on a posé la question à Hydro-Québec, Santé publique, INSPQ, on se fie aux instances, c'est à eux aussi de prendre la décision. Votre règlement est pas assez fort, considérant tout ce que vous nous apportez comme documentation. À ce moment-là, oui, on pourra le regarder. On n'est pas contre la vertu à ce moment-là non plus. Là. OK. Mais moi, ce que je peux vous dire, essayez de faire plus confiance en vous. Dans le sens que les autorités gouvernementales, là, ben, en fait, l'INSPQ puis tous ces gens-là sont payés par le gouvernement. Puis si ils suivent pas les orientations du gouvernement, de la CAQ, ben il y en a dont, comme j'ai dit l'autre fois, là, la carrière va stagner, là. Ça fait que vous n'êtes pas moins intelligent qu'eux autres, là. Non, mais puis vous pouvez vous tenir debout devant eux autres. Vous serez en mesure aussi de constater, mais quand Hydro-Québec viendra, vous pourriez lui poser la question. Qu'est-ce qu'il y en est eux, pour eux, la zone restreinte? Ouais, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est pas leur responsabilité. Ils vont refiler ça aux promoteurs. Ouais. Ça, inquiétez-vous pas. Il y a une autre affaire que je veux vous parler. Combien de temps qu'il reste? Ben, c'est que si vous prenez, à moins que vous soyez arrangés ensemble, mais peut-être vous enlevez du temps aux autres. C'est juste pour ça. Il nous reste ça sera pas long. Oui, il n'y a pas de problème. OK. Ça, c'est un document je vais parler dans le micro, là, parce que je parle pas fort. Ça s'appelle la synthèse des connaissances sur les impacts des parcs éoliens. Puis, ce document-là a été produit par le collectif scientifique sur la question éolienne. Et ça, ce collectif scientifique-là, ben, en fait, c'est un collectif du RVEQ, qui est le regroupement Vigilance Énergie Québec.
J'aimerais ça vous en remettre des copies, sauf que c'est un document qui évolue continuellement. Fait que, par exemple, au début de juillet, l'INSPQ a publié quelque chose à propos des, je pense, c'est les fameux infrasons. Puis là, on dirait qu'ils commencent là, un peu du bout des lèvres là, à reconnaître que ça existe, des infrasons. Ça fait que ce que je pourrais faire à la place, je vais demander à Stéphanie, je pourrais t'envoyer une feuille ou un courriel avec les liens. Fait que de même, les gens auront juste à cliquer là-dessus, puis avoir accès au document. Dans le document, il y a un chapitre qui traite des questions de santé. Il y a à peu près 37 pages là-dedans. Mais ça, c'est un peu un genre de résumé, si on veut, là. Si vous voulez avoir quelque chose de plus complet, il y a un autre document qui s'appelle la synthèse des connaissances, là. En tout cas, au niveau de la santé, là, il y a 100 quelques pages là-dedans. Ça fait que c'est assez... ça fait pas mal le tour de la question. Puis encore là, j'aurai le lien. Ça fait que je peux me fier à vous pour envoyer ça aux différents maires. Oui. Petit guidou. Parfait. Parfait. Merci. Parfait. OK. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Je m'appelle Richard Langelier, je suis docteur en droit et sociologue et je suis membre du collectif dont on vous a parlé précédemment, qui est composé en fait d'une quinzaine de chercheurs indépendants qui ont travaillé sur différents motifs, là, sur différents éléments des enjeux au niveau des parcs éoliens. Ce que je veux vous parler ce soir, c'est qu'en fait, si vous adoptez des modifications à votre schéma pour garantir la zone d'accès restreinte, vous allez rendre service aux promoteurs. Je vous explique. L'article 992 du Code civil prévoit qu'on ne peut pas empiéter sur le territoire d'autrui. L'article 985, qui est une illustration de ça, toujours dans le Code civil, montre que, par exemple, si votre voisin a un arbre qui empiète sur votre terrain ou les racines viennent zigonner votre gazon, ben vous avez le droit d'exiger que cet arbre-là soit abattu. En fait, c'est le cœur de la propriété, quelque part, qui est en cause là-dedans. Alors donc, si on permet, en fait, à quelqu'un d'empiéter sur notre terrain, celui qui subit l'empiètement, il y a deux options. Il peut demander à celui qui empiète de l'acheter, mais là, souvent, les éoliennes sont situées près des maisons, alors ça m'étonnerait que le voisin veuille vendre sa cour. Et ou alors, il peut exiger le démantèlement de l'éolienne. Alors ça, c'est l'élément fondamental qu'on a dans notre droit civil au Québec. Et ce droit civil-là, il est renforcé par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui, à son article 6, dit « Chacun a droit à la jouissance paisible de ses biens dans les mesures prévues par la loi. » Alors, comme vous avez vu, dans la loi, il y a l'interdiction de faire cet empiètement. Alors, en un sens, si on veut la paix sociale, ben, on est mieux de prendre des mesures qui permettent aux uns et aux autres d'être capables de fonctionner, de développer leur entreprise ou d'avoir la paix chez soi. Alors, dans ce sens-là, j'espère, je vous invite véritablement à examiner cette question-là parce que ça serait pas tellement amusant de voir toutes sortes de procédures judiciaires où on demanderait le démantèlement d'éoliennes qui a été installées sur un territoire. Donc, je pense que c'est un élément qui est fondamental. Comme l'intervenant précédent vous l'a bien montré, il y a un consensus scientifique qui existe sur le fait que cette zone-là présente des risques. Et donc, il faut s'assurer que ces risques-là sont véritablement pris en compte. Et c'est vrai que, Nicolette Yamaska, vous avez été, effectivement, comme vous l'avez mentionné, parmi les premières MRC qui ont décidé d'élargir les distances séparatrices. Mais le problème qu'on a, c'est que dans la vallée du Saint-Laurent, la configuration des terres, c'est en moyenne 175 mètres de large
puis 1200 mètres de profondeur. Alors, ça veut dire que, dans les faits, établir des éoliennes dans des zones de cette nature-là, ben ça fait en sorte que ces 50 hectares de terre qui sont concernés de façon directe et immédiate. Donc, c'est dans ce sens-là que si on veut véritablement des éoliennes, puis qu'on veut s'assurer que ça fonctionne et qu'il y ait moins de débats et de recours judiciaires, c'est une invitation à aller de l'avant là-dessus. En terminant, je veux simplement vous donner une bonne nouvelle, peut-être. C'est que dans ma MRC, qui est votre voisin, en fait, dans Drummond, un maire hier m'a expliqué qu'il y avait un consensus maintenant au sein du Conseil des maires à l'effet de ne pas mettre d'éoliennes sur les terres agricoles, dans les terres agricoles dynamiques, là, le concept que l'UPA utilise. Alors, c'était une petite invitation peut-être à ce qu'on travaille ensemble sur cette question-là. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Lucien Beaupré, à Stone Junction. Alors, ce qui me préoccupe et ce qui préoccupe beaucoup de gens aussi, c'est le fait que, vous savez, la manière que c'est fait, ça, là, la structure d'appel d'offres d'Hydro-Québec, là, fait en sorte que les promoteurs, les propriétaires d'éoliennes, doivent vendre leur électricité à Hydro-Québec. Bon, Hydro-Québec, lui, ça doit de l'acheter. Bon, jusque-là, ça va. Où ça commence à aller un peu plus mal, c'est que, et en passant, je vais vous donner quelques chiffres. Ça nous vient d'un chercheur, un doctorant, qui est venu nous faire une présentation à Stone Junction. On s'est aperçu que en 2023, il n'avait pas de chiffres plus actuels, mais en 2023, là, l'électricité éolienne coûtait 9,58 sous le kilowattheure. Alors que le bloc patrimonial, vous savez, le bloc qui est produit à partir de nos barrages, lui, ça nous coûte 3,59 sous le kilowattheure. Alors, vous voyez qu'il y a une grosse différence, 2,5 fois à peu près. Là, nous, on est une MRC parmi plusieurs autres MRC du Québec. Si on multiplie ça par toutes les autres MRC, ben, écoutez, ça va coûter plus cher à Hydro-Québec pour ces kilowattheures. Qui vous pensez qui va payer la note? Chaque contribuable, vous, moi, qui va payer la différence de ça. Alors moi, je dis que la façon, et c'est toute la structure de cette affaire-là d'appel d'offres n'a pas été bien songée par le gouvernement. Quand ils ont écrit leur décret, alors malheureusement, le gouvernement s'est encore trompé, comme il s'est trompé avec Nordvolt, Lyon, puis un paquet d'autres choses. Alors, nous sommes là, les citoyens, vous, comme citoyens aussi, pour être un peu le chien de garde du gouvernement. Alors, vous savez, c'est... tout ça nous mène à un autre point, et je termine avec ça. Tous ces profils, si c'était mieux structuré, bien, Hydro-Québec serait en arrière de tout ça. Et là, au lieu d'avoir les profits qui ont totalisé, attendez-moi un peu, 1,7 milliard en 2023. La marge de profit des éoliennes, c'est de 9 à 15 %. Si c'était la même structure qu'avec nos barrages, ça, là, ces profits-là, au lieu d'aller
dans les poches des étrangers, comme là, EDF vient d'être vendu à des promoteurs américains. Ben, cet argent-là se retrouverait, ces profits-là se retrouveraient dans le trésor du Québec pour payer pour nos routes, nos écoles, nos hôpitaux, etc. Alors, j'aimerais que chacun de nous, on y réfléchisse vraiment, mais vraiment bien, vraiment beaucoup, et qu'on ne défasse pas ce que M. Lévesque et Lesage ont fait en 62, en nationalisant l'hydroélectricité. Moi, je pense qu'on est rendu à la phase de nationalisation 102. C'est le temps de continuer la nationalisation et non pas d'envoyer notre production énergétique à l'étranger. Ça sera une bonne question à envoyer à Hydro-Québec, ça. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mhm. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'en reviens pas de la manière que le gouvernement prend des décisions. Mais les décisions, là, c'est fait pour être vérifié par la population et par ceux qui nous représentent ici. Merci. D'accord, merci. Bonjour, Jeannie Vachon-Robillard, porte-parole du regroupement pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. J'ai été récemment sensibilisée à l'ampleur des travaux quand on fait un nouveau parc éolien avec les éoliennes de 210 mètres, avec une conférence d'un spécialiste de la forêt parce que c'était des photos qui venaient de PPAW1 dans le Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, je pense que Madame Stéphanie Laure vous a transféré le courriel avec le lien pour voir le diaporama. J'imagine, mais peut-être que vous pourrez me contredire, là, que ça faisait pas partie de ce que vous avez vu avec Monsieur Bouffard de la FQM, là, l'ampleur des travaux quand on installe les éoliennes de 210 mètres. Fait que je vous invite, ça prend juste quelques minutes à aller voir ces photos-là. Et ça nous montre, c'est ça, l'ampleur de la dévastation puis la compaction du sol qui a lieu. Évidemment, ça, c'est en milieu forestier. Ici, ça sera en milieu agricole. Mais je vous invite à prendre connaissance de ces images-là. Puis ma question en lien avec ça, c'est de vous demander, est-ce que vous allez en prendre, avant de décider de mettre un parc éolien dans votre municipalité, est-ce que vous allez prendre en considération l'ampleur des conséquences possibles là, au niveau de la construction pour les citoyens qui habitent dans votre municipalité, les chemins qui vont être obligés d'être élargis, qui vont peut-être qui tournent trop carrés puis qui vont être obligés de faire un genre de voie de contournement, et puis les routes possiblement abîmées par tout ça. Je pense que vos citoyens aussi devraient voir ces diaporamas-là quand vous allez avoir des consultations pour faire cette décision-là, parce que c'est beaucoup plus gros que ce qu'il y avait comme chantier quand ils mettaient les éoliennes en Gaspésie. Là. Tu sais, ça nous a vraiment été comparé, la largeur des chemins puis l'ampleur de la destruction. Donc, puis ma question, ben c'est ça. Est-ce que vous pensez que le RCI protège suffisamment les actifs des municipalités par rapport aux travaux de construction qui vont avoir lieu quand il y aurait des constructions d'éoliennes? Par rapport, j'aurais peut-être juste un petit point à apporter à ta question, Jeannie, ou à ta proposition. Oui, j'ai regardé les images. Effectivement, ça frappe. Oui, ça prend large beaucoup. Mais pour avoir été à Saint-Michel, j'osais avec le maire de la place que lui en avait sur ses tailles. Puis quand il y a un projet comme ça, s'il est bien structuré, bien monté, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en collaboration avec le promoteur, c'est qu'ils ont pris des relevés, ils ont exigé de passer dans tel rang, même si ça l'a rallongé un peu. Ils ont pris des relevés du rang, des photos. Ils ont dit quand que ça sera terminé, il va retourner à cet état-là. Si tu brises à des places, tu refais. Ensuite de ça, il y a eu des compensations pour la suite des choses, avec les agriculteurs aussi, qui, eux, oui, le chemin était beaucoup plus large, qui est ramené en végétation après pour être capable d'être cultivé. Mais si les ententes sont bien prises au final, eux, ils ont tous récupéré le gravier à la fin. Le gravier que tu vas récupérer, tu nous le ramènes. Donc, oui, il y a possibilité, oui, ça défait au moment mais par contre, si c'est bien monté, une municipalité, effectivement, si tu vois passer ça dans les rangs qui n'ont pas la capacité portante
d'accueillir ça. Par contre, si c'est bien structuré, bien monté et bien signé, ben eux, ils ont l'obligation, ou sinon, ils vont avoir ailleurs, si on est là, de remettre la chaussée dans l'état qu'elle était avant de commencer. Si tu prends des relevés avec des ingénieurs, tout, les tests de sol, mais il y a possibilité après. Sinon, ben, tu dis non au projet, à tout projet. Et j'avais trouvé ça intéressant que eux, au moment de l'appel d'offres, c'est pas là, mais ça se signe plus tard dans l'entente avec le promoteur. Fait que je ne sais pas où est-ce que les images qu'on voit, c'est sûrement en terre publique. C'est quoi l'entente qu'il y a avec... y avait-tu une communauté autochtone? Comment ils voulaient avoir le chemin au final? Oui, ils ont déboisé. Mais tu sais, l'entente, je la connais pas, je l'ai pas vue. Mais sûrement qu'il y a une entente pour arriver à faire ce chemin-là, qui est la largeur de la 20, qui était écrit la largeur d'une autoroute. Mais comme je vous dis, l'entente, je ne l'ai pas vue. Mais comme toute bonne entente, ça fait 20 ans, ils ont pris de l'expérience avec ça. C'est sûrement que les premiers sont fait un peu avoir là-dessus. Mais aujourd'hui, ben, c'est mieux structuré. Fait que je voulais juste apporter ce complément-là. Ben, je ne sais pas si à Saint-Michel, ça faisait partie de leur réglementation, mais ma compréhension, c'est que si on veut que ça soit obligatoire puis qu'il ne puisse pas y avoir de voie de défaite par le promoteur, il faut que ça se fasse partie de la réglementation. Puis ça ne semblait pas être assez sévère pour moi dans le règlement de contrôle intérimaire pour protéger les actifs des municipalités. Donc, c'était ma question de réflexion. Il reste 32 secondes, là, ce que je vois sur le compteur. Est-ce que ce serait possible d'avoir une extension de 5 minutes pour que monsieur puisse parler après moi? Puis j'ai une autre question qui ne concerne pas les éoliennes. Puis là, j'enlève mon chapeau de porte-parole puis je mets mon chapeau de conseillère à Saint-Léonard-d'Aston pour ma prochaine question. Ben, allez-y, mais on prend 30 minutes. T'sais. Tantôt, on a dit aux gens, si vous prenez plus de temps, pas de questions, mais allez-y rapidement. Puis... Bon, ma deuxième question concerne la levée de moratoire sur l'agrandissement des terres agricoles. Là. On a vu la sortie dans les médias de Madame la préfète qui demandait au ministère d'attendre avant d'entériner le règlement qui permet dans le fond, qui donne préséance à l'élargissement des terres sur les règlements de la MRC par rapport aux bandes riveraines et à la protection des bandes riveraines. Et je me souviens d'avoir rencontré M. Grégory Chassé de l'Agence forestière des Bois-Francs lors du lac à l'épaule sur le schéma d'aménagement. Et lui, il nous faisait la demande de façon importante là, d'adopter un règlement plus restrictif pour protéger les couverts forestiers dans Nicolet-Yamaska. Il considérait que notre règlement était très mou, que dans la MRC j'étudie à Arthabasca. En tout cas, il dit à Arthabasca que le règlement est beaucoup plus fort qu'ici et que dans MRC Nicolet-Yamaska était très mou. C'est ça. Donc, de s'inspirer de d'autres règlements pour vraiment protéger ce couvert forestier-là. Et je me disais... j'ai été relire les sorties médiatiques et les règlements municipaux qui sont bypassés, c'est par rapport aux bandes riveraines, mais pas par rapport aux couverts forestiers. Fait que c'est comme le moment de rendre nos règlements plus sévères au niveau du couvert forestier avant qu'il se passe quelque chose. Fait que je voulais vous demander si c'était dans les cartons. Je pense que ça serait important. Madame Laure, oui. Je vais vous répondre. En fait, oui, ça touche le couvert forestier parce qu'il peut y avoir une possibilité de remise en culture jusqu'à 70% d'un lot. Dans le règlement actuel de la MRC, la remise en culture, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment un échange. Il fallait qu'il y ait un reboisement compensatoire pour la même superficie qui était enlevée. C'était dans les cartons de revoir le règlement de déboisement puis que ça corresponde aux orientations qu'il y avait dans le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels, d'être plus sévère, justement, de protéger mieux les boisés. Par contre, cet élément-là, puisque la MRC 97% en zone agricole, ça vient enlever cette possibilité-là d'être plus sévère puisqu'il va y avoir la possibilité de remise en culture. Fait que oui, ça vient jouer au niveau de notre règlement, puis même ça vient le rendre caduc dans certaines de ses actions. Le règlement de bande riveraine au niveau de la MRC, il est intégré dans les règlements municipaux. Il y avait des négociations qui avaient lieu là avec l'UPA à l'époque pour mettre un 10 mètres sur les rivières, dans le fond, la rivière Nicolet, Bécancour, le fleuve, la Saint-François également. Donc, il y avait eu une négociation où la MRC assumait une partie des travaux de cours d'eau là pour les citoyens en échange d'avoir une réglementation plus sévère pour les rivières. Là, c'est plus possible non plus, ce volet-là, ça limite à 3 mètres là, pour toutes les zones agricoles. Fait qu'il y avait des moyens qui avaient été trouvés dans le temps de collaboration, de partenariat avec le milieu agricole pour arriver à protéger puis améliorer la qualité de l'eau. Mais là, ce règlement-là vient empêcher de
penser autrement puis de faire les choses différemment, justement, là, dans nos règlements. Donc, en mettant un règlement plus sévère pour la protection des couverts boisés, le nouveau règlement aurait préséance Oui, là-dessus? exactement. On peut pas régir sur le même objet là, dans la façon que c'est libellé sur le nouveau règlement. Ben, en tout cas, si vous avez besoin d'aide de mobilisation citoyenne pour vous appuyer dans vos démarches face au gouvernement, vous nous le direz. Là, je vais accorder une question, point préambule de 15 minutes, une question. Fait que ça vous va, parce que sinon, on va me faire gronder par mes collègues. Ça vous va? Oui. Parfait. Je m'appelle Pierre-Paul Leblanc, je suis un agriculteur je suis pas dans votre MRC, je suis dans la MRC d'Arthabasca. Puis là, j'ai une question par rapport à votre affirmation que vous parlez de Saint-Michel, là, les éoliennes. Je suis allé les visiter en 2023, moi aussi. J'ai rencontré des propriétaires, j'ai marché sur le terrain. Puis votre affirmation que là-bas, ça se passe quand même bien. Je voulais juste vous faire remarquer que moi, ici, je suis dans les Masters de Tabasca, là, je suis à Saint-Élisabeth-de-Warwick, je suis un producteur agricole. Puis le centre du Québec, on est le plus gros producteur laitier dans toutes les régions du Québec. Puis quand je suis allé à Saint-Michel, c'est une région où il y a la culture des légumes. Ouais. Il y a des conserveries à Sainte-Martine. On cultive des légumes. La terre est très bonne. Il y a moins de vaches qu'ici. OK. Au centre du Québec, il y a beaucoup de vaches. Il y en a chez nous, puis il y en a chez vous. Je le sais, là, moi, je viens faire mes comptes à l'UPA. Et je passe par les rangs. Fait que, juste vous donner une petite donnée. Là. Le centre du Québec, là, il y a 593 producteurs laitiers, 72 437 kilos de matière grasse produits par jour. Puis la région que vous parlez, Montérégie-Est, 449 producteurs. Puis Montérégie-Ouest, je m'excuse, 316 producteurs et 33 494 kilos de matière grasse par jour. Fait que c'est en bas de la moitié. Fait que je pense qu'on a une différence ici au centre du Québec. Puis il faut... on vit avec des animaux, avec du vivant. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Puis je vous entends dire que Hydro-Québec va donner son avis, mais je pense que l'avis du milieu est plus important. Moi, je terminerai en disant que j'ai jasé avec des agriculteurs, jasé avec des gens de l'UPA. Puis j'expliquais aux personnes de l'UPA la problématique, une des problématiques qu'on a, qui nous revient, qui nous incombe, nous, dans le monde municipal, à gérer des budgets et compagnie. J'ai dit, en partant, vos membres signent. Fait que, tu sais, c'est là le bas blesse aussi, là. C'est que nous, on est pris avec ça. Si les membres ne signent pas, tu sais, l'UPA, c'est correct, ils ont le devoir de protéger. Ils peuvent pas aller à l'encontre de ça. Ça, je comprends tout ça. Mais j'ai dit, vos membres, ils signent. Est-ce que vous avez parlé avec vos membres? Est-ce que vous avez fait des rencontres avec eux? Parce que, tu sais, au final, s'il n'y a aucun agriculteur qui signe, ben, ça s'arrête là. Il n'y a pas de projet, tu sais. Il faut que vous compreniez aussi ce côté-là. Oui, ben, je le comprends très bien. Puis moi, j'ai été en audience, là, récemment. Puis j'avais mon point. Puis j'ai un producteur pas loin de chez nous qui avait son point aussi. Puis il m'a dit ça avait été très difficile l'année 2025, puis qu'il avait fait un déficit assez important, puis que l'avenir est inquiétant. Mais moi, chez nous, je sais comment que ça vaut de la terre à l'autre. Puis je suis sûr que cette terre-là ne va pas être abandonnée s'il fait faillite. D'accord. Puis c'est pareil, je pense, chez vous. Je connais assez bien le territoire. Merci. Donc, c'était la dernière question. On s'est rendu aux affaires nouvelles. Pas d'affaires nouvelles. Donc, si ça vous va, j'aurais besoin d'un proposeur. Vous l'élevez de l'Assemblée, M. Lefebvre et M. Thérault. Est-ce que je peux prendre, s'il vous plaît, 30 secondes? Uniquement 30 secondes chronométrées. Oui, mais là, la séance est levée. Là. Ben, c'est parce qu'on m'avait pas laissé le temps de poser la question. Oui. Je vais prendre uniquement 30 secondes, OK? Oui, allez-y. Est-ce que quelqu'un ici, dans les maires présents, que vous connaissez une municipalité au Québec, une seule, que ça a été extrêmement bien? Extrêmement bien, le mariage de l'éolienne dans la municipalité. OK? Cherchez, vous en trouverez pas. Toutes les municipalités, partout au Québec, ça a toujours été une fracture de la population. Posez-vous la question aujourd'hui. Désirez-vous être le maire qui a foutu le bordel dans sa municipalité ou qui a construit des choses? Tous les parcs éoliens partout au Québec, dans la totalité, il y a eu le bordel partout, des fractures sociales. Aujourd'hui, c'est pas, comme vous dites, un intérêt, c'est des intérêts personnels financiers. Si vous dites tantôt l'agriculteur, mais il a signé l'agriculteur. Oubliez pas une chose.
mettons, les 12 agriculteurs qui ont signé, c'est 12 personnes, peut-être sur une population de 3000. C'est 12 personnes qui vont chercher un intérêt financier personnel, OK, pour endommager la municipalité au détriment de toute la municipalité à 100%. Fait qu'on a peut-être 10, 12 personnes qu'eux autres, ils jouissent financièrement, mais ils détruisent tout le reste de la municipalité. D'accord. Avant que vous disiez que les gars signent, le monde signe, puis ils sont acceptés, attends, faut mettre les cartes sur la table. Une petite personne signe et c'est tout. Mais posez-vous la question aujourd'hui, puis répondez-vous personnellement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on laisse, que vous laissez? Le bordel ou ben non, le positif? Merci. Donc, bonsoir. Je sais, la séance est levée, mais je m'adresse à Radio-Canada. Dans la foulée de ce qu'on a dit ce soir, on vous a envoyé, PCNY, une proposition de résolution demandant un BAP générique. Il y a des municipalités comme la Visitation Saint-Léonard l'ont demandé. Sauf que j'invite la MRC au complet à le faire. Merci. Bon. On pourra en reparler le mois prochain. Ça va être septembre. On n'a pas de conseil au mois d'août. Mois de septembre. Vous avisez, il n'y aura pas personne ici au mois d'août. Au mois de septembre, à la Visitation. Oui, à la Visitation. On compte sur vous pour placer cette résolution à l'ordre du jour. Merci. Bonsoir. Comptez sur nous pour en parler au prochain caucus, puis on vous revient. Septembre. Oui.